Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média. Passer de président à maire, ce n'est pas commun en politique, mais c'est le projet de Jean-Michel Aulas. Il n'était pas président de la République, mais président de l'Olympique Lyonnais pendant 36 ans, l'un des clubs de football les plus populaires du pays. Aulas lorgne désormais sur la mairie de Lyon, en s'appuyant sur la droite réactionnaire lyonnaise, dont il a toujours été proche. Jean-Michel Aulas, c'est un personnage mythique du football français. Avant d'être le patron du tout-puissant Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est d'abord un pur produit, voire un cliché, du capitalisme triomphant des années 80. Aulas se lance très jeune dans l'informatique de gestion, un secteur en plein essor où il apprend à tisser des réseaux d'affaires. Après une première entreprise revendue à la Cegos, il crée en 1983 Cegid, futur géant des logiciels comptables, soutenu par de puissants partenaires financiers comme Groupama, avec qui il gardera une relation très privilégiée. C'est ce réseau d'hommes d'affaires, de banquiers et d'assureurs qui lui permettra en 1987 de prendre les commandes d'un Olympique Lyonnais alors au plus bas sportivement et financièrement. L'histoire veut qu'un autre symbole de l'entrepreneuriat conquérant ait beaucoup milité pour installer Aulas à la tête de Lyon, Bernard Tapie. À la question « Qui pour sauver l'OL ?», Tapie lâche le nom d'Aulas et la semaine suivante, la prophétie devient réalité. C'est moi qui l'ai installé à Lyon. Nos deux sociétés étaient sur les mêmes marchés à Lyon. Du coup, à mon niveau, j'ai fait ce qu'il fallait pour le mettre en place. Je lui ai fait rencontrer les décideurs, on a fait quelques conférences ensemble, et il s'est retrouvé à la tête du club. Jean-Michel Aulas arrive à la tête d'un club endetté, presque relégué, mais avec une idée claire, en faire un empire à la croisée du sport, du marketing et de la finance. Le foot devient un terrain d'expérimentation du capitalisme de réseau, et Lyon un laboratoire après des années traumatisantes où le club risquait le dépôt de bilan. L'OL est en position délicate actuellement, et cela est dû aux mauvais résultats de l'équipe. Mais quant au dépôt de bilan, je suis contre. Eh bien, je pense que le comité de gestion de l'OL agite ses problèmes, puisqu'il y a actuellement des résultats financiers difficiles à soutenir pour un club comme le club de football professionnel de la ville de Lyon. Aulas redresse l'OL et en fait le club le plus dominant des années 2000 avec 7 championnats de France consécutifs et des performances en Coupe d'Europe impressionnantes. Il devient peu à peu un président de club médiatique et très présent dans le travail quotidien du club, mais aussi dans les politiques publiques du sport. Aulas s'allie avec la Commission européenne pour un lobbying intense auprès du gouvernement Raffarin en 2005 pour obtenir la levée de l'interdiction faite aux clubs sportifs d'entrer en bourse dans le but de réunir les fonds nécessaires à la construction d'un nouveau stade pour l'OL qui verra enfin le jour en 2016. Et enfin politicien, Aulas négocie le naming avec ses amis de Groupama pour que le parc OL devienne le Groupama Stadium. Ce stade, c'est un énorme projet pour Lyon qui devient l'un des rares clubs de foot à posséder son propre stade, mais c'est un projet qui est très contesté à l'époque. Une grande partie des terrains réquisitionnés pour construire les infrastructures du grand stade étaient des terres agricoles encore exploitées. L'expropriation d'une quarantaine d'agriculteurs, indemnisés à des prix dérisoires, parfois à peine 1 € le mètre carré, a déclenché une forte contestation locale. Avec le contexte de l'Euro 2016 organisé en France et son carnet d'adresses en politique, Aulas réussit à faire déclarer son projet de stade d'intérêt général avec le soutien du gouvernement. Toutes les grandes métropoles européennes ont des stades modernes. Seule la France n'avait pas ce type d'équipement et donc il fallait pouvoir le réaliser. Donc aujourd'hui qu'il est là, il y a je l'ai dit, une émotion qui est importante. Il y a aussi une fierté inimaginable. On sait que pour être dans les 20 premiers clubs UEFA, il faut avoir au moins 200 millions de ressources, entre 200 et 500 millions de ressources annuelles. C'est l'objectif de l'Olympique Lyonnais, de pouvoir se situer entre les deux, c'est-à-dire aux alentours de 250 millions d'euros au travers de cette infrastructure et de pouvoir financer, générer une équipe de grande qualité. Il y a une différence fondamentale qui existe entre Tapie et Aulas. Bernard Tapie jouait le jeu politique avec une étiquette de gauche et pouvait à des moments nous gratifier d'un discours très critique vis-à-vis du capitalisme. Alors, ce qui a changé, c'est qu'il y avait des partis politiques qui faisaient leur vie et leur existence au service de ceux qui étaient pauvres. C'était le Parti communiste, qui pesait 20% des voix. Toutes les municipalités communistes avaient des cours de musique, des cours de sport, des cours de théâtre, gratuits, comme c'était fait dans les pays de l'Est. Moi, j'ai appris le violon, mon frère a appris le piano, on a fait tout un tas d'activités sportives, parce que les municipalités, à l'époque, faisaient ça. Maintenant, tout est payant.
Aulas, lui, assume une ligne de droite proche de LR et des macronistes qui le soutiennent pour les municipales avec une méthode trumpiste visant à diaboliser la mairie écologiste de Lyon, mais aussi à proposer des mesures de plus en plus loufoques. Par exemple, créer un hôtel des polices dans Lyon qui permet de regrouper l'ensemble des forces de police de la ville. Dans ce bâtiment, il y aurait le flux des images des caméras, mais aussi de la cybersécurité. Le candidat prend pour exemple l'hôtel des polices de Nice en cours de construction qu'il est allé visiter. Le projet est un projet de création déjà d'un hôtel de police dans Lyon qui permette de regrouper l'ensemble des forces, puis de créer, en accord avec... Donc dans cet hôtel de police, il y aurait les policiers municipaux, les policiers nationaux? Il y aurait les policiers nationaux de l'ensemble de la ville, de manière à pouvoir mutualiser les forces et intervenir. Je pense même d'ailleurs faire en sorte de mettre de la cybersécurité, c'est-à-dire avoir un certain nombre d'outils qui sont des outils, ça peut être des drones, ça peut être qui permettent de détecter et d'intervenir très rapidement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune mutualisation. Aulas s'attaque aussi à la piétonisation du centre-ville, les zones à trafic limité, les chantiers pour construire des prolongements de lignes de transport. Sa méthode de campagne repose sur le fait d'appuyer les colères des VTC, des commerçants, des habitants des quartiers privilégiés de la ville, pour mieux servir les intérêts des industriels. Une technique finalement très proche du macronisme qui justifie sa politique de cadeaux aux ultra-riches par un soi-disant soutien aux petits entrepreneurs. Mais Aulas est bien parti pour gagner. Crédité à 47% au premier tour, il s'appuie sur quelque chose qu'aucun autre candidat n'a, une crédibilité acquise par le foot qui fait de lui une personnalité que tout Lyon connaît. Il est même surprenant qu'il ait commencé aussi bas dans les sondages, peut-être que les gens ont encore en mémoire sa fin de l'aventure avec l'Olympique Lyonnais, où beaucoup l'accusent d'être à l'origine de la crise financière qui touche le club en ce moment. Mais le foot est un organe de propagande politique puissant, car il s'ancre dans l'émotion. Tout fan de l'Olympique Lyonnais a des bons souvenirs avec Aulas, ce qui lui donne un avantage fort par rapport aux autres candidats. C'est quelque chose qui s'est déjà vu ailleurs. En Italie, Berlusconi rachète l'AC Milan à la fin des années 80 et fait de Milan un produit de luxe, une vitrine de la réussite capitaliste italienne. Et Berlusconi comprend que cette ferveur populaire, cette émotion collective peuvent être recyclées en politique. Après avoir également lancé sa chaîne de télé, c'est quelques années plus tard qu'il lance Forza Italia, comme on lance un club en y ajoutant un culte du chef. C'est un succès inédit. Berlusconi remporte les élections générales de 1994 et devient Premier ministre. Il le sera à 3 reprises entre 1994 et 2011 et son parti devient un pont entre la droite et l'extrême droite, toujours puissante dans la coalition actuelle de Meloni. Je vous ai déjà dit que j'étais le premier, le meilleur, le numéro 1. Allez, c'est une blague. Che ne pensa dei due leader che l'accompagnano in questo momento, di Meloni e di Salvini? J'espère qu'ils vont pas se vexer, mais mon rapport avec eux, c'est celui d'un père avec ses enfants. Le lien entre Berlusconi et Aulas n'est pas anodin, car si l'ancien Premier ministre italien est connu pour sa proximité avec l'extrême droite italienne, Aulas tente de garder sous silence sa complaisance avec les groupes néofascistes présents dans les virages du Parc OL. Lors de la cérémonie d'hommage, à l'issue de sa dernière saison de présidence, Jean-Michel Aulas semble très ému et prend le temps de faire un tour du stade pour saluer les supporters. Au niveau d'un des virages, apparaissent des membres d'un groupe de supporters d'extrême droite, la Mezza Lyon. Ils sont reconnaissables par leur drapeau officiel. Ils arborent parfois un autre drapeau, siglé d'une Totenkopf, un emblème des SS. Ils l'avaient par exemple déployé en octobre 2019 dans le caveau de Benito Mussolini. Les membres de la Mezza Lyon sont aussi connus pour leurs gestes racistes et leurs saluts nazis, documentés par Libération. La Mezza est donc présente lors de cette cérémonie d'hommage de Jean-Michel Aulas et lorsqu'il arrive à leur hauteur, il serre les mains de 3 membres de ce groupe. Cette mouvance identitaire et raciste Mezza a longtemps été tolérée par la direction du club sous Aulas, malgré des protestations des supporters lyonnais et des alertes des associations antiracistes lyonnaises. En mars 2024, 2 supporters de cette mouvance ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir effectué un salut nazi et brandi un drapeau à l'effigie d'une division SS lors d'un match. Aulas a donc beau être un candidat de la droite, il ne faut pas s'étonner s'il attire également des partisans du RN et de l'extrême droite identitaire lyonnaise dans son giron électoral. Et c'est peut-être ces voix-là qui manquent à la droite pour faire tomber la mairie écologiste, qui est consciente de la menace. Le mois dernier, la patronne des écolos, Marine Tondelier, osait même la comparaison entre Aulas et Trump.
on a Monsieur Aulas, donc l'ancien président du club de foot, qui un peu à la Trump en fait, qui dit tiens, les affaires c'était sympa, maintenant je veux le pouvoir. Bon, il se lance dans cette aventure, la fleur au fusil, en racontant des choses stupéfiantes. Il a par exemple dit que lui, s'il était maire, il licenciait tous les gens, il n'y aurait plus de cabinet. Des conseillers, ça ne servait à rien, parce qu'il est tellement fantastique. Et donc que l'argent qui servait à payer l'équipe du maire, ça serait donné aux associations. Bon, les gens disent c'est sympa pour les associations, mais si M. Aulas devient maire, ce que je ne souhaite absolument pas, ça me terrifie. Les gens vont aller dans la rue en disant au fait, monsieur, mon logement, au fait, mon... Et il va dire quoi? Il va dire, je sais pas, il va prendre le numéro, il va appeler lui-même. Ça n'a aucun sens. C'est un leurre et c'est vraiment le trumpisme qui arrive en France. La transition dirigeant de club politique est souvent gagnante. En Marche voulait s'y essayer avec Michel Denisot, journaliste star de Canal+, et ex-président du PSG et de la Berrichonne, qui a été approché par les macronistes pour une investiture aux législatives de 2022. Mais Denisot a refusé avec humour, déclarant n'être uniquement candidat à la montée de Berrichonne en Ligue 2 la saison prochaine. En Europe de l'Est, au Maghreb, en Amérique du Sud, il existe des dizaines d'exemples de dirigeants de clubs de foot qui ont utilisé leur légitimité sportive pour conquérir des électeurs, majoritairement pour un ancrage à droite, au service de ceux qui les rassemblent, à savoir ceux qui ont les moyens de s'acheter un club de foot majeur. Mais du côté des passionnés, le foot reste un outil de lutte populaire. Au Maroc, les ultras chantent par exemple contre la corruption du régime dans les stades. En Tunisie, ils rendent hommage aux victimes des violences policières. Mais pour beaucoup de présidents de clubs, le football, ce sport né dans les usines et les docks, est devenu un champ d'expérimentation du pouvoir économique et politique. Et à la fin, malgré les maillots différents, c'est toujours la même équipe qui gagne, celle du capital.